Bienvenue sur la chaîne Bleu Rouge Dépannage. Sur cette chaîne, on parle de dépannage sur les chaudières murales, sur la plomberie de manière générale, surtout la maintenance de chaudières. J'ai fait une vidéo spéciale que j'ai nommée le Chauffe of Best of One. En fait, si vous voulez, pour vous expliquer rapidement, c'est des vidéos que je vais faire, que j'ai prévu de faire en tout cas, pour rassembler plein de petites vidéos que j'ai déjà réalisées. Et sur cette première série de vidéos que j'ai nommée Comment réparer et optimiser votre chaudière, eh bien, on va voir ensemble dans l'introduction les différents sujets plutôt que je vais traiter. Donc en fait, cette vidéo, comme je l'ai dit précédemment, elle rassemble déjà plusieurs vidéos que j'ai déjà réalisées dans le passé. L'objectif, c'est de vous regrouper, d'unifier toutes les vidéos que j'ai déjà faites, tout simplement pour vous simplifier, pour pas que vous ayez en fait à chaque fois aller voir une vidéo, deux vidéos, ça vous fera perdre énormément de temps. Et le but ici, c'est d'en vous faire gagner en fait. L'objectif, c'est vraiment de vous donner des astuces, des conseils autour des chaudières, parce que je sais que là actuellement on est en hiver au moment où je fais cette vidéo, et j'ai beaucoup de questions qui pour moi, c'est des questions, je dirais bêtes, mais pour vous, bah, forcément, c'est tout à fait normal, vous y connaissez pas. Comme par exemple, pourquoi ma pression elle baisse? Est-ce que je dois fermer le robinet quand je remets de l'eau? Pourquoi à chaque fois je rajoute de l'eau? Pourquoi, l'eau elle met du temps à arriver? Il y a plein de petits détails qui font que déjà premièrement, il faut entretenir votre chaudière, parce que si vous n'entretenez pas votre chaudière, bah, forcément, c'est comme le véhicule, hein, bah, il y aura un problème tôt ou tard. Donc l'objectif ici, c'est de vous aider en vous créant du contenu qui répond à vos questions. Et donc dans cette vidéo, on va voir là, dans une première partie, le sommaire de toutes les vidéos que j'ai déjà faites par le passé. Et on va voir ça ensemble tout doucement. Donc première partie, on va voir à quoi sert un vase d'expansion. Et je vais vous donner les 5 étapes. Donc le vase d'expansion, pour faire simple, mais je rentrerai plus en détail dans la vidéo que vous verrez après. Le vase d'expansion, en gros, c'est un organe de sécurité qui est intégré dans votre réseau chauffage, et c'est lui qui va gérer la pression. C'est pour éviter qu'il y ait des surpressions en fait dans votre réseau chauffage. D'accord? Donc on va parler de cet élément, cet organe de sécurité plus en détail au début de la vidéo, dans la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir comment savoir si je dois changer ma chaudière. Donc là, en fait, je vais vous donner 7 raisons qui fait que bah, là, si vous avez, je dirais, des signaux alarmants qui font que bah, votre chaudière, vous devrez certainement la changer. Et si vous voyez que vous rentrez dans une de ces cases, eh bien, certainement qu'il faudra envisager d'appeler un professionnel et de faire le remplacement de votre chaudière. Troisième partie, pourquoi ma chaudière ne monte pas en pression? Donc ça, c'est des problèmes qui arrivent fréquemment, soit parce qu'il y a du calcaire, il y a des dépôts qui se déposent dans le manomètre, ça peut être à cause du vase d'expansion, plein de raisons qui font que quand vous remettez de l'eau, vous ouvrez le robinet, bah, vous avez la pression qui ne monte pas et vous ne savez pas pourquoi. Quatrième partie, comment fonctionne une soupape de sécurité sur une chaudière? Donc ça, c'est un organe de sécurité. La soupape de sécurité, en fait, c'est un organe qui va vous permettre de sécuriser en fait votre chaudière. Voilà. Donc on en parlera un peu plus loin, on en parlera en détail. Ensuite, la cinquième partie, comment déboucher et nettoyer un corps de chauffe facilement. Le corps de chauffe, ça peut être l'un des problèmes principaux qui fait que votre chaudière monte en pression. Donc cette vidéo, c'est une vidéo pratique où je vous montre comment déboucher un corps de chauffe. Ensuite, dans la dernière partie, je vous donnerai les 3 causes principales des problèmes de pression sur une chaudière murale. Donc là, c'est des problèmes qui sont assez fréquents, surtout en hiver. Vous pouvez régler vous-même le problème. En vrai, il n'y a pas besoin de faire appel à un professionnel. Des fois, c'est des petits problèmes. Et sinon, dans certains cas, effectivement, il faudra faire appel à un professionnel. On commence cette première partie avec la vidéo que j'avais réalisée qui est à quoi sert un vase d'expansion, explication en 5 étapes. Donc je vous dis bon visionnage pour cette première partie. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel de votre installation sanitaire sur votre chaudière, mais souvent méconnu, c'est le vase d'expansion sanitaire.
Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que c'était et pourquoi il est si important pour votre installation de chauffage ou d'eau chaude. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail à quoi il sert, comment il fonctionne et pourquoi il est crucial pour le bon fonctionnement de votre installation d'eau chaude. Avant de commencer, sachez que dans cette vidéo, je vais vous partager un vase d'expansion sanitaire qui est HS que j'ai remplacé sur une chaudière ELM Leblanc Odéalis Condense. Et je vous ferai aussi un petit mix des interventions que j'ai pu faire ces derniers mois. Allez, c'est parti, on va commencer par la première partie qui est qu'est-ce qu'un vase d'expansion sanitaire? Alors un vase d'expansion sanitaire, c'est un composant qui se trouve généralement dans les systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Il sert à absorber les variations de pression dans le circuit d'eau. Donc en gros, c'est une sorte de réservoir qui va permettre de réguler la pression exercée par l'eau lorsqu'elle chauffe, car l'eau a tendance à augmenter de volume quand elle est chauffée. Donc le vase d'expansion sanitaire, il est constitué de deux parties distinctes. La première qui est le compartiment à air, donc ce compartiment contient généralement de l'air ou de l'azote qui est sous pression et est séparé de l'eau par une membrane souple. Ensuite, le deuxième compartiment, c'est le compartiment à eau. Donc ce compartiment est directement en contact avec l'eau de votre circuit sanitaire et généralement c'est l'eau chaude. La deuxième partie, pourquoi le vase d'expansion est-il essentiel pour votre installation? Alors ça c'est une bonne question. Tout d'abord, il faut comprendre que l'eau chaude augmente de volume lorsqu'elle est chauffée. Cela peut créer un excès de pression dans le système si cette pression n'est pas régulée. Donc imaginez que votre chaudière ou votre ballon d'eau chaude chauffe l'eau à une température élevée. L'eau va donc se dilater, ce qui signifie qu'elle prend plus de place. Si cette dilatation n'est pas gérée comme il faut, cela peut créer des pics de pression qui risquent d'endommager les tuyaux, les joints, voire même provoquer des fuites dans votre installation. Et de plus, votre groupe de sécurité, eh bien, il pourrait se déclencher fréquemment, ce qui peut entraîner des pertes d'eau et des pannes inutiles. Donc le vase d'expansion sert justement à absorber cette surpression en permettant à l'air dans son compartiment de se comprimer. Et donc cela permet de maintenir une pression stable dans les circuits d'eau, protégeant ainsi vos équipements et donc du coup ça vous éviterait des pannes inutiles. Un exemple, si vous avez déjà remarqué que votre groupe de sécurité fuit ou que vous entendez un bruit dans vos tuyaux dans l'eau, si vous avez un bruit dans vos tuyaux quand l'eau chauffe, cela pourrait être le signe que votre vase d'expansion ne joue plus son rôle efficacement. Donc la troisième partie, comment fonctionne le vase d'expansion? Donc maintenant on va voir comment fonctionne concrètement un vase d'expansion. Donc, quand l'eau de votre installation chauffe, elle se dilate et exerce plus de pression sur le circuit. C'est là que le vase d'expansion donc va entrer en jeu. Donc, dilatation de l'eau. Lorsque l'eau chauffe, elle prend plus de place, ce qui augmente la pression dans le circuit, et cette pression est transférée vers le vase d'expansion. Compression de l'air. À l'intérieur du vase, donc, il y a de l'air ou de l'azote qui est séparé de l'eau par la membrane. Se compresse, cela permet d'absorber l'excès de pression. Et ensuite, un retour vers la normale. Lorsque l'eau refroidit et que la pression redescend, la membrane, elle va reprendre sa position initiale, ce qui permet de rétablir la pression, donc l'équilibre. Le tout se passe en temps réel sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Ça, c'est un avantage. C'est un système qui fonctionne automatiquement pour éviter les risques de surpression. Maintenant, la quatrième partie, quand faut-il vérifier ou remplacer votre vase d'expansion? Donc, voici quelques signes d'alerte qui montrent que votre vase d'expansion pourrait être défectueux. Donc, une fuite fréquente sur le groupe de sécurité. Eh bien, si votre groupe de sécurité se déclenche trop souvent, il est possible que votre vase d'expansion, il joue plus son rôle et que la pression ne soit plus régulée correctement. Ensuite, une pression instable. Si la pression de votre circuit
sanitaire il fluctue de manière importante, cela peut être aussi un signe que votre vase d'expansion il est défectueux. Ensuite, on a des bruits dans les tuyaux. Donc, si vous avez des bruits inhabituels dans vos tuyaux, comme des claquements ou des vibrations, mais en fait, ça peut indiquer un problème lié à la pression de votre système. Cinquième et dernière partie, comment remplacer ou réparer un vase d'expansion. Donc, si vous constatez un problème avec votre vase d'expansion, il est important de le remplacer rapidement pour éviter des pannes coûteuses. Voici les étapes générales. La première, c'est couper l'alimentation en eau et en électricité de votre installation pour éviter tout risque. Deuxième étape, relâcher la pression de l'installation soit en ouvrant un robinet de vidange de la chaudière, soit en utilisant la valve de décharge de la chaudière. Troisième étape, localiser la vase d'expansion, souvent près de votre ballon d'eau chaude ou chaudière. Quatrième étape, démonter l'ancien vase en dévissant les raccords, puis installer le nouveau vase d'expansion. Cinquième étape, vérifier la pression de l'air dans le nouveau vase et ajustez-la si il y en a besoin. Ensuite, sixième et dernière étape, testez le système pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Deuxième partie, comment savoir si je dois changer ma chaudière, les 7 raisons. Donc si vous sentez que votre chaudière a un souci, que ça fonctionne mal et que voilà, vous vous posez la question à savoir est-ce que vous devez changer votre chaudière, eh bien cette partie-là va certainement vous intéresser. Vous êtes bien au chaud chez vous et soudain votre chaudière tombe en panne. Et comme par hasard, ça arrive toujours quand il fait le plus froid dehors, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que votre chaudière vous donne des signes avant-coureurs? Dans cette vidéo, on va voir les 7 signes qui indiquent qu'il est temps de changer votre chaudière. Votre chaudière a plus de 15 ans. Commençons par le premier signe, et c'est le plus évident, l'âge de votre chaudière. Une chaudière a une durée de vie moyenne entre 10 à 15 ans. Si la vôtre a dépassé cet âge, elle commence probablement à être moins performante. Comment savoir si elle est trop vieille? Regardez sur l'étiquette de fabrication ou sur le carnet d'entretien, vous y trouverez la date d'installation. Pourquoi c'est important? Une vieille chaudière consomme beaucoup plus d'énergie pour chauffer votre maison. Elle peut vous coûter cher en réparation. Prenons cet exemple. Remplacer une chaudière vieille de 15 ans par un modèle moderne peut vous faire réaliser jusqu'à 30% d'économie sur vos factures d'énergie. Donc si votre chaudière a plus de 15 ans, il est temps de la remplacer. Vos factures d'énergie explosent. Deuxième signe, vos factures d'énergie augmentent alors que vous n'avez rien changé à vos habitudes. Pourquoi? Une chaudière vieillissante perd en efficacité. Elle doit travailler plus pour fournir la même quantité de chaleur, ce qui augmente votre consommation. Pour bien comprendre, imaginez une voiture ancienne qui consomme beaucoup plus d'essence pour parcourir la même distance. Avec une chaudière, c'est exactement pareil. Elle devient moins performante. Je vous conseille de comparer vos factures des 2 ou 3 dernières années. Si vous remarquez une hausse inexpliquée, c'est un signe. De plus, les nouvelles chaudières comme les modèles à condensation sont beaucoup plus économes. Elles utilisent moins d'énergie pour un meilleur rendement. Votre chaudière tombe souvent en panne. Troisième signe, les pannes répétées. Si votre chauffagiste devient votre meilleur ami, ce n'est pas bon signe. Une chaudière qui tombe souvent en panne indique que certaines pièces commencent à être usées. Et à long terme, les coûts de réparation s'accumulent. Prenons un exemple concret. Une réparation qui coûte 300 € par an pendant 3 ans, cela représente déjà 900 €. Pour ce prix-là, vous auriez déjà financé une partie de votre nouvelle chaudière. Donc si votre chaudière vous joue des tours trop souvent, il vaut mieux investir dans un nouveau modèle. Des bruits inhabituels. Quatrième signe, une chaudière fait des bruits bizarres. Vous entendez des sifflements, des claquements ou des grondements. Ces bruits peuvent signaler des problèmes comme de l'air coincé dans le système ou des pièces internes usées ou encrassées. Ces signes peuvent paraître anodins, mais ils indiquent souvent que la chaudière peine à fonctionner correctement. Si les bruits persistent, n'attendez pas et faites appel à un professionnel. Votre chaudière ne chauffe plus comme avant. Cinquième signe, votre maison reste froide même quand vous poussez le chauffage au maximum. Si vous avez l'impression que la chaleur est mal répartie ou que vos radiateurs restent tièdes, c'est un signe que votre chaudière perd en puissance. Cela peut être dû à une baisse de pression, un échangeur thermique encrassé. Un entretien peut parfois résoudre ce problème, mais si cela persiste, il faudra envisager de changer la chaudière. Votre chaudière dégage une odeur
odeur étrange. Sixième signe, vous sentez une odeur inhabituelle, comme une odeur de gaz ou de brûlé. Attention, c'est un signe sérieux. Cela peut indiquer une fuite de gaz, un défaut de combustion. C'est dangereux. En cas d'odeur suspecte, coupez immédiatement votre chaudière, aérez votre maison et contactez un professionnel. Votre sécurité passe avant tout. L'eau chaude est irrégulière. Dernier signe, l'eau chaude devient irrégulière. Vous passez d'une douche chaude à glaciale sans raison. C'est souvent un signe de problème avec le régulateur de température ou le système d'échangeur à plaques. Et des fois, ça peut arriver, c'est la pompe qui lâche. Ces dysfonctionnements indiquent que votre chaudière a du mal à maintenir une température stable. Cela peut être temporaire, mais si cela se répète, c'est un signe qu'il est temps de la remplacer immédiatement. Troisième partie, pourquoi ma chaudière ne monte pas en pression? Donc si vous essayez de rajouter de l'eau et que votre chaudière est tout le temps à zéro ou qu'il y a des codes erreurs parce que la pression ne monte pas, eh bien cette troisième partie va certainement vous plaire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la pression de votre chaudière ne monte pas. Si vous vous posez la question, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo et je vais vous expliquer une des raisons qui fait que la petite aiguille sur votre chaudière ne monte pas malgré que vous ajoutez de la pression. Vous avez une chaudière murale et vous avez le manomètre de votre chaudière qui est à 0. Et vous vous posez la question, comment se fait-il que quand je rajoute de l'eau, donc vous avez certainement déjà rajouté de l'eau si vous êtes tombé sur cette vidéo, vous avez rajouté de l'eau et l'aiguille reste tout de même à 0. L'une des raisons qui fait que le manomètre ne monte pas, ça peut être un problème dû au fait que votre manomètre soit bouché. Donc en fait, ce manomètre, c'est un manomètre sur les, il me semble sur les chapeauteaux, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais regarder si je me trompe pas. Oui, c'est chapeauteau. Et en fait, comment il se raccorde? En fait, c'est un petit morceau de cuivre, d'accord, qui va venir s'emboîter dans le bloc hydraulique. Et comment le manomètre capte la pression? Eh bien, il va capter la pression avec ce petit orifice-là, qui va être branché directement au bloc. Donc là, on a un petit joint torique, d'accord, petit joint torique qu'on va venir mettre ici. Et ensuite, on a le clips. Et pourquoi votre manomètre ne monte pas en pression malgré que vous ajoutez de l'eau? C'est tout simplement parce qu'il y a de la saleté qui va venir se loger à l'intérieur, d'accord? Et ce qui fait que quand vous mettez en pression, lui en fait il capte pas la pression. Vous avez vu, hein, c'est un petit tuyau en cuivre très très fin, et vu que la saleté est bloquée là, eh bien l'eau ne rentre pas dans le tuyau et donc du coup ça n'indique pas au manomètre la pression du circuit chauffage. Ah oui, à savoir que le manomètre sur votre chaudière, c'est le manomètre qui va indiquer la pression sur le circuit chauffage, le circuit entre les radiateurs et votre chaudière. D'accord? Comment faire pour déboucher ce manomètre? Très simple. Donc c'est un professionnel qui est censé faire ça, hein, c'est pas vous, mais je vous explique quand même. Ce qu'il faut déjà dans un premier temps, c'est couper l'arrivée d'eau froide. Ensuite, en dessous de votre chaudière, il faudra vidanger. Il y a un bouchon de vidange. Bon, en fonction des modèles, que ce soit ELM Leblanc, Sony Duval ou Chafoto, il y a toujours un bouchon de vidange. Vous vidangez. Une fois que vous allez vidanger, normalement, il n'y aura plus de pression de circuit sur circuit chauffage. Mais bon, vous ne pouvez pas savoir parce que votre manomètre est à 0. Une fois que c'est fait, que vous avez vidangé, vous pouvez enlever le petit clips. D'accord? Vous enlevez le clips. Bon, après, en fonction des modèles et des marques, les clips sont différents, mais c'est toujours le même principe. Une fois que vous avez enlevé le clips, vous allez tirer. Donc faites attention de ne pas plier le morceau de cuivre parce que c'est très très fragile et ça peut vite se casser. Donc vous tirez, si vous n'arrivez pas à le sortir, vous prenez un petit tournevis plat, vous le mettez entre là et le bloc et vous faites un espèce de levier pour pouvoir faire sortir la pièce. Bon, en général, il y a de la saleté autour, donc c'est très difficile à le sortir. Petite astuce, pour le remettre, vous mettez de la graisse silicone et après vous réemboîtez. Donc vous le débouchez. Pour le déboucher, on peut utiliser des choses très très simples, hein, et c'est efficace. Ça fait son affaire. Un petit cure-dent.
tout petit cure-dent que vous venez rentrer à l'intérieur pour faire sortir la saleté. Bam. Vous rentrez là. Voilà. Vous faites sortir la saleté à l'intérieur. Ou vous soufflez directement, ou vous mettez de l'eau. Une fois que tout ça est fait, une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de saleté, vous le réemboîtez. Vous fermez votre bouchon de vidange et vous remettrez en pression. Et vous verrez que quand vous allez remettre en pression, eh bien, vous avez votre manomètre qui va monter. Comment fonctionne une soupape de sécurité sur une chaudière? Si vous voulez savoir comment fonctionne cet organe de sécurité, j'explique comment fonctionne cet organe de sécurité qui est la soupape de sécurité, et ça peut vous aider justement juste à titre personnel pour avoir plus d'informations sur le fonctionnement d'une chaudière, ou si vous êtes professionnel et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette partie-là. Je voulais vous présenter deux pièces qu'on retrouve, des éléments qu'on retrouve sur les chaudières. C'est la soupape de sécurité. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne la soupape de sécurité avec un petit schéma que je vous ai présenté. Et ensuite, je vous parlerai de ces deux éléments qu'on retrouve principalement sur les chaudières murales. Donc, à savoir que celle-ci, cette soupape de sécurité, c'est sur Saunier Duval. Et celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est sur ELM Leblanc. Bref, on va aller tout de suite regarder un petit schéma que j'ai fait spécialement pour vous et je vais vous expliquer comment fonctionne une soupape de sécurité. Donc là, on peut voir que je vous ai fait un petit schéma d'une soupape de sécurité. Voilà, un schéma vraiment très classique, basique pour essayer de comprendre au mieux comment fonctionne cet élément sur votre chaudière. Donc là, en fait, on a le passage de l'eau. Donc la petite flèche verte, c'est l'eau qui va rentrer dans la soupape. Ensuite, vous avez sur la flèche bleue, c'est le clapet. Le clapet, donc normalement, le clapet, il est normalement fermé si la pression de la soupape de sécurité ne dépasse pas 3 bars. Alors, on a un ressort qui est ici. C'est un ressort qui est taré à 3 bars. C'est-à-dire que le clapet ne va pas s'ouvrir pour laisser passer l'eau, où vous pouvez voir les flèches jaunes, donc l'eau qui va sortir de la soupape. Le clapet est taré à 3 bars. C'est-à-dire que tant que la pression de l'eau du circuit de votre chaudière ne dépasse pas 3 bars, le clapet va rester fermé. D'accord? Donc, la soupape de sécurité, c'est un organe de sécurité. On appelle ça soupape de sécurité ou bien soupape de sûreté qui va protéger votre circuit chauffage de votre chaudière. Donc, si la pression de votre chaudière dépasse 3 bars, le clapet va s'ouvrir. Donc le ressort va lâcher le clapet pour s'ouvrir. On peut le faire aussi manuellement sur certaines soupapes comme celle-ci. Vous voyez là, je peux ouvrir pour faire lever le ressort. Vous voyez, je lève le ressort, mais après, ça redescend tout de suite. Vous avez vu? Ça monte et après ça redescend. C'est ce qui se passe en fait là. On peut l'ouvrir manuellement pour détendre le ressort afin que le clapet se lève pour que l'eau passe. Petite parenthèse, il y en a qui vidangent par la soupape, mais je déconseille de faire ça parce qu'à force, la soupape va s'abîmer et en plus il y a de la saleté qui passe à l'intérieur du clapet et des fois après ça reste ouvert et quand ça se fait, du coup vous êtes obligé de remplacer votre soupape. Donc la pression, si elle a 1 bar, le clapet ne s'ouvre pas, si elle a 2 bars, elle ne s'ouvre pas. Par contre, si elle a 3 bars, là le clapet, le ressort va se détendre et le clapet va se lever pour laisser échapper l'eau du circuit chauffage pour aller directement dans l'évacuation. D'accord? Donc voilà, c'est un organe qui permet de protéger votre circuit de sorte à ce que votre soupape ne monte pas trop en pression. D'accord? Donc voilà, c'est un organe de sécurité, tout simplement, ni plus ni moins. Ensuite, du coup, maintenant je vais vous présenter les deux éléments. Donc sur la chaudière murale, il faut savoir qu'on a en général 2 soupapes.
On a la soupape de sécurité donc, qui est tarée à 3 bars. Donc là, vous pouvez voir, c'est écrit 3 bars. Donc ça, c'est une soupape qui va sur les Sony Duval. Donc là, on a l'eau de la chaudière. Donc il n'y a pas d'eau qui passe ici tant que la chaudière ne monte pas, le circuit chauffage ne monte pas à 3 bars. Si ça monte à 3 bars, ben, là, ça va s'ouvrir et l'eau va s'évacuer dans l'évacuation. D'accord? Donc voilà pour cette soupape. Donc ça, c'est une soupape qui est dans le circuit chauffage, tarée à 3 bars, qui protège le circuit. Ensuite, on a une autre soupape. Celle-ci, elle est tarée à 7 bars. Donc là, on voit écrit 7 bars. Et là, c'est une soupape qui est installée dans le circuit d'eau froide. Et c'est pareil, là, on peut l'ouvrir. Vous voyez, je l'ouvre, on entend le claquement. Donc voilà. Donc là, ça va protéger le circuit d'eau froide. Donc l'alimentation d'eau froide qui va rentrer dans votre chaudière, ça va passer par là. Là, il n'y a pas d'eau qui sort tant que la pression ne monte pas à plus de 7 bars. D'accord, là on peut voir que c'est bien taré à 7 bars. Donc, chose à savoir, si vous avez votre chaudière qui fuit, c'est certainement votre soupape qui est HS. Donc il faut regarder sur votre chaudière, sur le circuit chauffage, si vous n'avez pas de l'eau qui coule dans l'évacuation, sur la soupape. S'il y a de l'eau qui coule régulièrement, ben, c'est une soupape qui est bon à changer. De toute façon, comment on peut savoir si une soupape est à changer? Bah, déjà, premièrement, vous détectez une fuite au niveau de la soupape. Et donc, le premier signal, c'est une baisse de pression régulière sur votre chaudière. Vous avez une pression qui baisse tout le temps et vous remettez tout le temps de l'eau. Malgré cela, vous avez la pression qui baisse tout le temps. Regardez déjà votre vase d'expansion, vidangez, gonflez un coup le vase. Et si vous voyez de l'eau qui s'échappe de la soupape, bah, c'est certainement la soupape qui a remplacé. Aussi, ce qui se passe sur, ça c'est plus sur les chapeauteaux, sur les chaudières chapeauteaux Niagara Delta, il y a une soupape qui est installée au niveau du ballon. Et s'il y a du calcaire, bah, forcément ça va s'infiltrer dans le clapet. Et puis bah, après on a de l'eau qui va tout le temps sortir. Et pareil, ça sera une soupape qui sera à changer. Donc je vous déconseille, si vous voulez vidanger votre chaudière, ne vidangez pas par la soupape parce qu'après vous avez de la saleté qui rentre à l'intérieur et à force d'ouvrir le clapet, bah, des fois vous avez de la saleté et même quand vous laissez fermer, bah, des fois il y a de l'eau qui sort et donc du coup bah, ça c'est une soupape qui est à changer. Comment déboucher et nettoyer un corps de chauffe facilement? Si vous avez des problèmes de surchauffe ou la pression qui monte sans cesse malgré de nombreuses interventions de votre plombier chauffagiste ou bien peut-être vous qui va essayer de régler le problème, eh bien, on va voir ensemble comment déboucher un corps de chauffe car ça peut être le principal problème de votre surchauffe ou de la pression qui monte sans cesse. Vous pouvez voir toute la suivre, vous avez vu comme c'est? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment déboucher et nettoyer un corps de chauffe. Donc là, on a un corps de chauffe d'une chaudière murale. Je vais te montrer comment faire tout ça avec du produit à désembouage. Donc un corps de chauffe sur une chaudière ELM Leblanc, tu peux voir que c'est complètement sale. Normalement, on voit la couleur du cuivre ici comme là. Là, c'est tout noir. Je vais pas frotter, mais il y a des résidus tout noirs de brûlure et franchement, il y avait un gros problème sur cette chaudière et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé le corps de chauffe. On a mis un corps de chauffe tout neuf. Et je voulais te faire une petite vidéo pour te montrer comment faire pour nettoyer pour nettoyer un corps de chauffe. Pardon. Donc déjà, on va décaler ça sur le côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit seau. Tu vois. Ah, attends, je vais te positionner la caméra pour que ce sera plus simple pour toi. Hop. Donc là, on a notre produit de désembouage. Ok. Je vais mettre tout ça dans le seau. Donc je vais pas en mettre énormément non plus parce que je vais mélanger tout ça avec de l'eau chaude. Donc on verse notre produit. N'hésite pas à en mettre un bon paquet quand même. Donc tu peux voir que j'en ai mis jusque là à peu près. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, on va aller vers ma bouilloire.
et on va chauffer l'eau. Donc là, je vais mettre ma bouilloire en route, ok. Je vais attendre que ça chauffe bien. Une fois que mon eau est chaude, je vais aller directement positionner ça dans mon seau. Je vais mettre de l'eau chaude bien bouillante. Ensuite, je vais prendre mon corps de chauffe et je vais le faire tremper dedans. Et ensuite, je vais prendre ma petite seringue. Je vais mettre du produit à désembouer. Je vais aspirer et je vais en déposer dans les petits trous. Comme ça, on fera le débouchage du corps de chauffe et on pourra nettoyer aussi entre les petites lamelles. Parce que si tu regardes bien, hop, on va poser ça là. Si tu regardes bien, au niveau du corps de chauffe, tu peux voir que c'est complètement sale. Tu vois, le problème c'est que quand il y a de la poussière comme ça et qu'il y a la combustion qui se fait, le corps de chauffe, de 1, il chauffe mal, et de 2, les gaz brûlés s'évacuent mal. Et après, tu as une chaudière avec un code erreur. Voilà, tu peux voir que c'est vraiment très 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 sale. Donc là, j'ai ma bouilloire qui est prête. L'eau chaude est bien bouillante. Ce que je fais déjà, c'est que je vais positionner mon corps de chauffe. Je vais le prendre et je vais le mettre déjà dedans. Ok. Regarde. Là, je le mets dedans. Ok, il est bien mis. Maintenant, je vais aller verser de l'eau. Et puis je vais faire en sorte que ça soit vraiment bien rempli. Puis après je le tournerai, je changerai de sens à chaque fois. Ok. Donc là, j'ai ma bouilloire. Donc, tu peux voir que l'eau elle est vraiment bien chaude. Et là je vais verser. Vous pouvez voir toute la suivre, vous avez vu comme c'est. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'opération. Je vais remettre de l'eau chaude, refaire tremper refaire chauffer, et après, je verse tout ça. Donc ce que je fais pour m'assurer que ça soit bien nettoyé, je prends une petite brosse comme ça, je vais la tremper et je vais frotter. Je frotte, je frotte, je frotte, et du coup, là, ça va commencer à se retirer. Désolé si vous voyez mal, j'essaie de faire au mieux. Alors normalement il y a toute la suie qui commence à s'enlever. Voilà, je frotte bien. Vous avez vu là toute la saleté. Et une fois, vous voyez la saleté. Donc là moi ce que je fais après, c'est que je le prends et j'essaie de le retourner. Donc je vais poser ça, hop, prendre mes deux mains. Là je retourne de l'autre côté. Voilà. Il est retourné ici. Et je vais répéter l'opération plusieurs fois. Je vais verser de l'eau chaude jusqu'à que mon corps de chauffe soit bien propre à l'intérieur. Et ce que je fais en même temps, c'est que je prends ma petite seringue, je vais prendre du produit à l'intérieur et je vais en verser dedans et en faire couler. Voilà, donc je vais nettoyer le corps de chauffe comme il faut et je vous reprends juste après. Bon les amis, bon après quelques heures de nettoyage, j'ai un petit peu eu du mal à faire le nettoyage, mais on a un petit résultat qui nous permet de voir un peu l'état global du corps de chauffe. Ça a été difficile de le mettre en état tout neuf, mais voilà, tout de même le corps de chauffe est bien nettoyé. Vous pouvez voir que par là on voit bien à travers le corps de chauffe. Bon, il y a encore les petites taches noires, mais notre corps de chauffe est bien nettoyé. Donc voilà. Sixième et dernière partie, les causes principales des problèmes de pression sur une chaudière murale. C'est les trois problèmes qui arrivent le plus souvent
Et si vous êtes en plein hiver et que votre chaudière est en panne juste à cause de la pression, ça serait bête de rater cette partie car elle peut vous être très utile. Vous avez un problème de pression sur votre chaudière murale? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous présenter plutôt un élément de votre chaudière qui peut vous poser des problèmes sur la pression. En réalité, le problème de pression ne vient pas seulement de cette pièce. Alors, je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo, juste après. Donc, les problèmes de pression sur vos chaudières peuvent venir de différents éléments. Ça peut venir du disconnecteur, ça peut venir aussi du manomètre qui est bouché. Alors, le manomètre, c'est la petite aiguille qu'il y a sur votre chaudière. Quel que soit le modèle de chaudière, Chappée, ELM Leblanc, Chafoto, Saunier Duval, il y a toujours un petit manomètre. Des fois, sur certains modèles de chaudière, les manomètres sont à l'intérieur des chaudières. Donc le manomètre, des fois, il peut être bouché. Ce qui fait que quand il y a de la saleté qui va rentrer dans le manomètre, dans le petit tuyau du manomètre, eh bien, l'aiguille ne vous indique pas la bonne valeur. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Par exemple, votre aiguille, elle va être à 0,1 bar, alors qu'en réalité, votre chaudière est à 1 bar de pression. Pourquoi? Parce qu'en fait, le manomètre qui est branché dans le bloc, il est bouché, ce qui fait que le manomètre ne capte pas la bonne pression. Il y a aussi des fois, donc le manomètre, des fois ça peut être le capteur de pression qui n'envoie pas la bonne information électronique à la carte, donc sur l'écran vous n'avez pas la bonne valeur. Et des fois, ce qui peut arriver, c'est que le disconnecteur, cette pièce, est bouchée. Donc le disconnecteur, c'est un élément qui est branché au tout début du circuit de votre chaudière. Donc en fait, là, vous avez une petite flèche. Ok, donc, attendez, je vais poser ça comme ça. En fait, en général, vous avez votre disconnecteur ici. Vous avez deux petits robinets. Un robinet de sécurité et un deuxième qui va vous permettre d'alimenter votre chaudière en eau. Et en fait, là, ce disconnecteur, sa fonction, c'est de protéger votre circuit d'eau froide, donc l'eau froide qui va rentrer dans votre chaudière. Et on peut voir qu'il n'y a qu'un seul sens. Donc, il y a l'arrivée d'eau froide qui va passer par ici. Et vous allez ouvrir la deux premières vannes. Ensuite, vous allez ouvrir une deuxième vanne juste à côté. Et là, il y a de l'eau des fois qui va couler. Pourquoi? Parce qu'en fait, le clapet, des fois, il y a un clapet anti-retour. Et le clapet anti-retour, des fois, il ne revient pas bien. Et ce qui fait que quand vous mettez de l'eau, vous ouvrez le premier robinet, deuxième robinet, et des fois, il y a de l'eau qui va couler ici. Et ce qui se passe quand vous avez des problèmes de pression sur votre chaudière, eh bien, cette pièce, quand elle est bouchée, ici et ici, la plupart du temps, c'est ici, hein, parce que si c'est bouché là, ça passera pas là, d'accord? Et ce qui se passe, c'est quand vous allez ouvrir votre premier robinet, deuxième robinet, eh ben en fait, vous allez vous rendre compte que l'aiguille du manomètre ne va pas monter. C'est-à-dire que vous allez vouloir mettre en pression d'eau votre chaudière, or que l'eau froide qui est censée passer par ce clapet, ce disconnecteur, ben elle ne passe pas. Donc du coup, votre chaudière ne monte pas en pression. Et souvent, c'est le disconnecteur qui est bouché. Donc, vérifiez votre capteur de pression, votre manomètre et le disconnecteur. D'accord? Donc, si vous avez nettoyé votre manomètre ou changé déjà le manomètre ou changé le capteur de pression, eh bien, vous pouvez changer le disconnecteur. D'accord? Donc, cette pièce, elle est très facile à changer. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences exceptionnelles en tant que chauffagiste. Hein. Vous coupez l'arrivée d'eau froide, vous dévissez, d'accord? Donc là, en l'occurrence, c'est un disconnecteur sur les modèles Chappée, les chaudières Chappée Solucea HTE, d'accord? Mais c'est toujours le même principe en fonction des chaudières. Donc si vous avez un problème de pression, cette vidéo elle est dédiée pour les chaudières Chafoto, ELM Leblanc. L'explication est la même pour toutes les chaudières finalement.